Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce premier épisode des entretiens croisés dans le cadre du club les Legal Changers qui a été créé par l'EDEC Augmented Law Institute avec le soutien de Septio Legal Suite. Dans le cadre de ces entretiens, nous allons pouvoir croiser les visions, les retours d'expérience, les cas d'usage, les feedbacks de directrices et directeurs juridiques qui font partie du club. Et donc pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Noémie Wallard, qui est directrice juridique et directrice compliance de Decathlon, et Eric Amar, qui est General Counsel de Bolloré Transport et Logistique. Pour lancer ces entretiens croisés et ces échanges, ce que je vous propose, c'est de commencer par fixer un petit peu le contexte, vous présenter l'une et l'autre rapidement, qui vous êtes, votre fonction, et puis ça nous lancera pour cet épisode. Noémie. Merci, bonjour Christophe, bonjour Eric, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Noémie Wallard, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis avocate de formation, j'ai exercé pendant une dizaine d'années sur les dossiers de M&A corporate en cabinet avant de rejoindre Decathlon en 2010, où j'ai occupé différents postes de la filière juridique et compliance jusqu'en 2019, où j'ai repris la direction juridique et compliance. Aujourd'hui, cette direction est composée de 2 principales branches. La branche juridique affaires, qui regroupe toutes les composantes du juridique, à l'exception de l'immobilier, du social et de la conformité produit. Et une seconde branche, qui est la branche compliance, qui elle regroupe la partie éthique des affaires, Sapin 2, sanctions internationales, etc., droits humains, loi sur le devoir de vigilance et autres, protection des données à caractère personnel, et depuis juin 2023, le reporting extra-financier. Donc ces matières représentent environ 120 collaborateurs basés en France qui travaillent au service de la France et du groupe. Et à l'international, nous avons une communauté évidemment de juristes et de compliance officers dans les pays où Decathlon est implanté. Et nous représentons environ 370 collaborateurs partout dans le monde. D'accord. Merci beaucoup Noémie. Eric. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde également. Donc, je m'appelle Eric Amar. Je suis, comme toi, Noémie, marié, et comme toi, j'ai des enfants qui sont un peu plus âgés que les tiens, à mon avis. Et ça fait à peu près, largement 35 ans que je fais du droit des affaires, exclusivement en entreprise. Et j'ai eu la chance de commencer dans des secteurs un petit peu divers, puisque j'ai travaillé plusieurs années dans la presse économique et la presse générale, avant de rejoindre le groupe Bolloré, dans lequel j'ai évolué de manière assez sympa, je trouve, assez intéressante, avec la taille du groupe qui a décuplé en très peu de temps. Et donc j'ai accompagné cette croissance du groupe depuis des années maintenant. Je suis aujourd'hui directeur juridique de la filiale logistique de Bolloré. Contrairement à toi, Noémie, je n'ai pas la compliance et je n'ai pas l'assurance. Ce qui est sans doute un moins par rapport à la globalité des choses que tu peux peut-être voir tous les matins. Ceci étant, c'est une structure tout à fait intéressante tout de même. D'abord, elle est en plein changement, puisque c'est pas un secret. Depuis 3 mois, nous venons d'être scellés à un groupe qui est largement plus large que le nôtre. Le groupe CMA-CGM, qui en tout regroupe maintenant à peu près 180 000 personnes. La branche transport et logistique de Bolloré, elle, regroupait jusqu'à il y a 1 an à peu près 40 000 personnes. Elle regroupait 25 juristes à Paris et 140 dans le monde, avec une grosse dominante africaine. On en parlera peut-être, mais quand on parle de digitalisation, de management, enfin tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, cette spécificité géographique africaine est tout à fait intéressante et tout à fait à part dans la façon dont nous embrassons, j'allais dire, les sujets juridiques et les carrières juridiques. La direction juridique actuelle gère les problématiques classiques de droit des affaires, le droit des sociétés bien sûr, les fusions et acquisitions, le contentieux, et bien sûr tout le conseil et tout ce qui tourne autour du droit du transport, mais surtout du droit du commerce international, ce qui est fait un petit peu la
la spécificité également d'une entreprise de logistique qui, elle, a l'avantage, quelque part, d'être un point de passage pour toutes les industries. Et donc, c'est tout à fait intéressant en tant que juriste en logistique de traiter le matin avec l'industrie automobile, le midi avec le oil and gas et le mining en Afrique ou en Australie, l'après-midi dans le secteur du luxe, le secteur de l'automobile, j'en ai parlé, etc. Donc c'est un poste, et ce sont des postes surtout pour les juristes un petit peu plus opérationnels, ce sont des postes assez divers, assez variés et assez intéressants, je trouve. Et en ce qui me concerne, le changement vers le groupe CMA-CGM est un changement mais dans une continuité, puisque c'est une reprise par un groupe qui connaît bien le secteur maritime, aérien et logistique. Donc ça va être encore un challenge tout à fait intéressant. Merci Eric. Alors, je vous laisse la main encore et puis on retournera vers Noémie. Puisque vous êtes tous les deux membres de ce club en tant que directrice et directeur juridique, comment vous pourriez définir ce qu'est pour vous, ou qu'est-ce qui fait qu'on est un legal changer, quelqu'un qui change ou qui fait changer le droit dans une entreprise? Alors, chacun a ses propres conceptions. Personnellement, j'ai construit mes conceptions au fil du temps, puisque comme je vous disais, ça fait 35 ans que je fais du droit des affaires. Et finalement, cette durée est tout à fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne rend pas la chose statique. Au contraire, mes conceptions, mes convictions même, je n'hésiterai pas à le dire, ont évolué en fait, en fonction du contexte dans lequel j'ai évolué, moi-même, et surtout dans le contexte dans lequel mon entreprise a évolué. Quand vous commencez dans une entreprise qui fait 4000 personnes et que vous vous retrouvez dans un groupe qui en fait 80 000, puis demain 180 000, il me semble qu'en tant que manager, sans parler de changer, mais même de manager de base, j'allais dire, si vous conservez vos mêmes méthodes, si vous conservez vos mêmes a priori, si vous conservez vos mêmes idées, à mon avis, vous allez être un petit peu dépassé par les événements. Et donc, le legal changer, à mon avis, est surtout quelqu'un qui, bon, bien sûr, qui a des convictions de base, mais qui a une capacité à s'adapter, à changer ses convictions, ou à changer, non pas ses convictions, mais à changer ses façons de travailler, et parfois même l'idée qu'il a de ses missions. Et c'est cette capacité, à mon avis, à changer, à d'abord se rendre compte qu'on doit changer quelque chose, et surtout, c'est même le plus dur, on va y revenir, à entraîner les gens dans le changement. Alors ça, c'est encore beaucoup plus dur. Mais déjà, si vous n'avez pas en tête ce vers quoi vous voulez aller, vous ne pourrez entraîner personne. Donc c'est cette capacité à s'adapter en fonction des circonstances, finalement, qui fait qu'un legal changer est un legal changer. Très bien, j'adhère tout à fait à ce que tu viens de décrire, Eric. J'ajouterais qu'en tant que legal changer, on doit être acteur de cette transformation. Alors, il y a la transformation de la société et donc naturellement la transformation de la fonction juridique pour faire face aux défis qu'on connaît, les nouvelles technologies, intelligence artificielle, mais aussi les défis humains. Comment faire face aux attentes des nouvelles générations? Comment faire face aux attentes de plus en plus exigeantes de nos clients internes en termes de démonstration de notre valeur ajoutée, en termes d'apport de solutions de plus en plus innovantes. Donc voilà, pour moi, le legal changer, il est un acteur de cette transformation. J'aime bien ce que tu décris sur cette nécessité de savoir s'adapter. Dans l'entreprise, on parle d'agilité et je pense qu'on est véritablement au cœur du sujet. Alors vous avez été tous les deux manifestement, pour reprendre tes propos Noémie, agiles et en évolution permanente comme l'évoquait aussi Eric. Donc vous êtes toujours directrice et directeur juridique. Si vous ne l'aviez pas été, ou si vous ne l'étiez pas, quelle profession, quel métier vous auriez aimé faire ? Trop de choses, sûrement. Il y a beaucoup de domaines m'attirent. Si je limite ma réponse à ta question au domaine juridique, je me serais volontiers tournée vers l'enseignement ou pourquoi pas vers la magistrature. D'accord. Et en dehors du droit ? En dehors du droit, peut-être l'enseignement aussi. Je pense que j'aime transmettre. Et après d'autres métiers, les langues étrangères, voilà, vraiment des choses très différentes. Donc plein de choses possibles pour des vies futures. Exactement. C'est super. Tout à fait. Et toi, Eric ?
Pour répondre à ta question, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai dû chercher mon premier job, en tant que jeune juriste, à l'époque encore, il y avait encore des graphologies. C'est-à-dire qu'en fait, on écrivait une lettre manuscrite et on regardait notre graphologie. Personnellement, j'ai une écriture, excusez-moi l'expression, de cochon, c'est ce que tout le monde me dit. Mais c'était pas un critère, bien sûr, pour être embauché ou non. Le critère, c'était de savoir si ta grapho, ton écriture, reflétait un caractère compatible avec la fonction. Eh bien, au risque de décevoir des tas de gens, y compris l'équipe de Bolloré, si elle regarde, la grapho n'a pas du tout donné un profil de juriste, elle a donné un profil de commercial. Et le premier cabinet de chasseurs m'a conseillé, après des années d'études de droit tout de même, il m'a conseillé de me réorienter vers le commercial. Ce n'est pas ce que j'ai fait, et j'espère avoir pas été trop incompétent dans ma fonction de juriste, mais c'est certain que tout ce qui est commerce, tout ce qui est opération surtout, tout ce qui est terrain, m'a toujours beaucoup attiré. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai jamais été avocat. C'est pour cette raison-là. C'est pour être en lien direct avec le terrain, avec les gens, les agences, les pays, les gens finalement. Donc si j'avais une autre carrière à embrasser, ce serait plutôt une carrière opérationnelle, commerciale, voire direction générale maintenant. À l'âge que j'ai, ça ne serait pas complètement idiot d'y penser également. Mais surtout, dans le domaine du droit, l'autre domaine dans lequel j'aurais vraiment aimé évoluer, et je pense que ce ne sera peut-être pas le cas, c'est plutôt les négociations internationales d'État à État. Et ça, c'est un de mes regrets. J'aurais bien aimé j'aurais dû avoir une carrière, avoir une orientation peut-être différente du droit privé vers le droit des relations internationales d'État à État. Ça m'aurait intéressé, par exemple, de négocier des conventions internationales. Pourquoi pas? Merci beaucoup à tous les deux de vous être un petit peu confiés. On connaît de ce fait-là, tout le monde va connaître d'autres vous-même, si je puis dire, d'autres vous-même même futurs ou possibles. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aborder 4 thèmes, 4 dimensions à travers le ou les prismes de la transformation, des changements, etc. Le premier thème, c'est celui de la vision, la mission, la stratégie de vos directions juridiques respectives. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette dimension-là, c'est la suivante: comment avez-vous aligné ou comment alignez-vous justement cette vision, cette mission, la stratégie de vos directions juridiques en fonction de la manière dont l'entreprise a évolué, évolue encore elle-même dans sa vision, ses objectifs et ça ou ses stratégies. Et par rapport à ça, comment vous l'avez fait, comment cette adaptation vous l'avez mise en place avec vos équipes? Est-ce que ça a été du brainstorming, du top-down ou du bottom-up, si vous me permettez les anglicismes? Voilà. Alors, chez Decathlon, nous avons un nouveau projet d'entreprise depuis 2 ans maintenant. Quand il a été bien ancré au niveau des opérationnels, on a décidé au sein de la direction juridique et compliance de travailler à travers ce projet le premier planning stratégique de la direction juridique et compliance, un exercice nouveau qu'on n'a jamais réalisé chez Decathlon. Planning stratégique donc, qui a pour objectif d'une part de s'assurer de l'alignement des projets, des chantiers menés dans l'équipe avec la stratégie de l'entreprise, tout en embrassant également les enjeux liés à la propre fonction, l'upskilling, les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, etc. Le planning stratégique, il a aussi pour mission, pour rôle en tout cas, d'assurer un pilotage justement des projets d'équipe des différents chantiers, avec si possible des indicateurs. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera peut-être un peu plus tard dans l'entretien. Et puis c'est aussi finalement un exercice qui nous permet de travailler en mode projet et donc d'acculturer aussi les équipes à ce travail en mode projet qui n'est pas forcément une compétence naturelle dans les équipes juridiques. Donc pour travailler ce planning stratégique,
En toute transparence, on s'est fait aider par un consultant externe, parce qu'encore une fois, c'est un exercice nouveau et c'est une méthodologie assez particulière qu'on ne maîtrisait pas et pour laquelle on a souhaité être accompagné. Évidemment, on a travaillé par du top-down, puisqu'il fallait s'imprégner totalement de la culture, enfin de la culture et puis la stratégie d'entreprise pour bien la comprendre, bien la maîtriser. Donc à travers des entretiens réguliers avec nos clients internes, en les faisant intervenir dans nos réunions d'équipe, certains patrons d'activité, pour nous décrire quelle va être leur stratégie à court terme, moyen, long terme. Et puis aussi, bien sûr, du travail de brainstorming avec les équipes, ce qui permet aussi de les associer au projet, de leur faire comprendre pourquoi on fait ce travail-là. Et donc, beaucoup de brainstorming. Donc, c'est pas du top-down, c'est pas du brainstorming, c'est vraiment un mélange des deux qui permet à la fin d'avoir un plan stratégique qui va nous permettre de piloter dans la durée les chantiers, tout en veillant d'avoir un alignement constant avec les stratégies, parce que bien sûr la stratégie d'entreprise elle n'est pas figée. Et là aussi il faut être agile, et donc il faut savoir adapter le plan stratégique en fonction des évolutions de la stratégie de l'entreprise elle-même. Écoute, je trouve ta démarche, enfin votre démarche chez Decathlon, donc tout à fait impressionnante, parce que la nôtre n'est pas du tout aussi évoluée, si je puis dire. D'abord, au lieu de parler de stratégie, avant de parler de stratégie, je parlerai peut-être d'abord de culture d'entreprise. En tant que directeur juridique chez Bolloré Transport, filiale du groupe Bolloré, je suis donc intégré dans la stratégie du groupe, bien sûr, et aussi, et j'allais dire surtout peut-être, dans la culture d'entreprise. Quelle est-elle ? Cette culture, il nous faut, nous les juristes, la comprendre pour que le service que nous rendons en interne soit le plus possible collé à cette culture d'entreprise, mais tout en gardant les spécificités d'une direction juridique, encore plus compliance bien sûr, qui sont des directions que j'appellerais régaliennes. Donc on doit être à la fois complètement en symbiose avec l'esprit de l'entreprise et avec sa culture, mais sans perdre notre propre culture de directeur juridique, compliance, qui doit, j'allais dire, dans certains cas, se superposer et parfois même dépasser un petit peu la culture du jour le jour, du business de tous les jours. Pour traduire ce que je viens de dire, qui n'est peut-être pas obligatoirement clair pour tout le monde, je précise que la culture d'entreprise de Bolloré Transport est une culture qui est axée sur deux pieds finalement. Le premier, c'est le business, les affaires. Les dirigeants opérationnels sont extrêmement importants dans l'entreprise. Vous allez me dire, c'est le cas partout. Oui, mais c'est le cas peut-être un petit peu plus dans l'entreprise que je représente. Le deuxième pied de la culture de l'entreprise, qui donc occasionne, j'allais dire, sa stratégie, c'est non pas la finance, mais le cash. C'est-à-dire non pas les comptes, non pas les flux financiers tels qu'ils apparaissent des documents financiers, mais ce que ces flux vont générer en cash. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça par rapport à ta question, Christophe ? Ça me semble complètement lié à ta question. Dans une entreprise qui est de culture business et de culture cash, comment est-ce que les juristes, entre guillemets, survivent et surtout se développent et restent motivés ? C'est parce que cette question est un vrai dilemme que je suis passionné par ce que je fais depuis 25 ans. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais il me semble un vrai dilemme d'arriver à contrebalancer ou en tout cas à harmoniser une culture d'entreprise aussi business et aussi cash avec une culture du droit, comme fonction régalienne et avec une culture du droit comme parfois les modèles on peut avoir comme modèle, le General Counsel, donc à l'américaine, qui va être vraiment la fonction phare dans l'entreprise. Chez Bolloré, la fonction phare, c'est pas le juridique. La fonction phare, c'est la finance et c'est le business. Et c'est, j'allais dire, c'est très bien. Dès lors, et c'est là que vient l'intérêt, j'allais dire, pour le management, en fait, le manager aujourd'hui, surtout le manager juriste, il doit, au fond, il a une mission impossible, il doit résoudre des dilemmes, finalement, il doit résoudre des contradictions. Et donc, la grande difficulté pour les managers que nous sommes, c'est donc d'aligner les appétences, les motivations des juristes sur la stratégie de l'entreprise. Comment est-ce que j'ai essayé de faire, avec des succès, certains succès, mais aussi avec certains échecs ? Ce que j'essaie de faire, c'est que les juristes
qui sont par exemple opérationnels, qui font beaucoup de contrats, qui ont tous les matins à gérer du contrat client, bah, tiens, Decathlon par exemple, et du contrat, soit motivés aussi par d'autres aspects de la vie de l'entreprise. J'ai un exemple à donner, c'est la question des acquisitions de sociétés. Lorsqu'on lance une acquisition de société, j'essaye d'avoir une équipe double, un binôme, entre un juriste opérationnel qui est l'interlocuteur naturel de la direction générale ou locale qui initie, dans l'orbite Bolloré c'est souvent ça, l'opération d'acquisition. Donc d'un côté un juriste qui est opérationnel et qui est l'interlocuteur naturel du directeur pays, du directeur général ou du directeur région, avec les juristes corporate qui sont dans une autre partie du service, qui eux gèrent la vie juridique habituelle des sociétés. Pour essayer de les motiver tous les deux, à la fois au juriste corporate, je lui dis, bah, tu vois, tu vas travailler sur les M&A avec ton collègue opérationnel, puisque dans l'orbite Bolloré, assez souvent, les opérations, surtout de petite taille, sont dirigées par le directeur pays. Donc toi, juriste corporate, tu vas sortir de ta vie de tous les jours, de la gestion de la société au sens conseil et assemblée. Tu vas donc lancer l'opération de M&A au plan technique, mais au plan opérationnel, tu vas travailler en binôme avec le juriste opérationnel, qui fait, lui, du contrat toute la journée, qui en a parfois un petit peu assez. Et au juriste opérationnel, on va lui dire, bah, tu vois, toi qui fais du contrat toute la journée, tu ne connais pas assez, ou pas du tout, ou pas assez, en tout cas, le corporate, les M&A, les techniques de M&A, et grâce à ton collègue du service corporate, eh ben, tu vas apporter ta connaissance opérationnelle d'un côté et apprendre la technique M&A de l'autre. Voilà, c'est un exemple de ce que j'essaye de faire. Ça ne marche pas toujours, parce que ça nécessite absolument une entente humaine entre les gens. Et c'est là aussi que je terminerai par là, le legal changer, le legal manager, en fait, finalement, sa mission principale, pas unique, c'est finalement de faire travailler les gens ensemble sur des dossiers communs. Je crois que tu voulais réagir, Noémie. Oui, j'avais envie de réagir. Alors merci, parce qu'effectivement, encore une fois, on voit qu'on a des approches extrêmement différentes et c'est toujours extrêmement riche. Juste concernant le planning stratégique, tu te disais impressionné. Je voudrais quand même exprimer le fait que c'est énormément de travail qui a été donc engagé depuis fin d'année dernière et qui n'est pas terminé, hein, donc parce qu'évidemment ça se rajoute à la charge quotidienne des équipes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais ajouter également, c'est que ce planning stratégique, une fois qu'il est établi, l'idée, c'est qu'il ne finisse pas dans un tiroir. Et donc, on va avoir un vrai pilotage, une vraie animation par l'équipe justement des Legal Operations qui vont s'assurer que le planning est bien suivi en fonction des échéances qui ont été fixées au démarrage par les équipes elles-mêmes et qu'on reste encore une fois très aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc, voilà, c'était important pour moi de clarifier que Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est pareil pour le planning stratégique de Decathlon. On est in progress. Alors j'en profite pour te relancer sur quelque chose qu'évoquait Eric il y a quelques instants, sur ces échanges entre ces équipes, les juristes contrats et leurs interlocuteurs, qui, je pense, renvoient à la façon dont on peut développer une culture juridique d'entreprise à travers en particulier les équipes juridiques. Chez vous, comment ça se passe? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, toi et puis tes managers juridiques, vous encouragez, comment vous le faites, vos juristes à justement contribuer à augmenter le niveau moyen de culture juridique dans la boîte? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, on a, je pense, comme dans toute entreprise, un catalogue de formation à destination de nos clients opérationnels qui leur permettent de se former sur les sujets, on va dire peut-être parfois obligatoires. On essaie aussi d'avoir des actions de sensibilisation. On intervient dans les équipes opérationnelles pour rappeler les incontournables, ce qu'on fait, etc. Vraiment les faire monter en conscience, pas forcément en compétence, mais ne serait-ce qu'en conscience sur certains sujets. Et enfin, je dirais qu'on a la chance chez Decathlon d'être accompagné par des communicants qui sont dédiés à l'équipe juridique et qui nous permettent justement de travailler la forme de nos communications pour
du coup les faire passer plus facilement auprès des opérationnels. Ça passe aussi par l'organisation d'événements. Ça fait déjà 3 ans qu'on organise le mois de la compliance avec différentes actions, des vidéos, ce genre de choses. On a même lancé l'année dernière une expérience de réalité virtuelle sur un cas de corruption, comment réagir face à un cas de corruption dans l'entreprise. Donc tout ça fait monter en conscience nos collègues opérationnels. Et puis le dernier aspect qu'on travaille fort cette année, c'est la partie legal design, sur laquelle on veut vraiment se développer et être en capacité de donner dès la rentrée de septembre des formations internes à nos juristes pour qu'ils puissent monter en compétence sur le sujet. Alors l'un comme l'autre, à travers ces années de direction de vos équipes juridiques dans vos entreprises respectives, avez-vous le sentiment que justement ce niveau de culture juridique globale dans la boîte augmente, s'améliore au fil du temps? Vous voyez des progrès ou c'est, comme on dit, business as usual? Donc clairement, il y a eu un progrès énorme depuis, je ne sais pas pourquoi, mais je relie ce progrès à une quinzaine d'années environ. Donc dans les années 2005-2007, on va dire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, qui sont peut-être liées à l'entreprise, mais aussi au climat général. J'évalue à une quinzaine d'années la prise de conscience, mais réelle, opérationnelle, top to bottom, comme dit l'autre, et bottom to top, je ne sais plus comment on peut dire, sur les sujets de compliance, mais pour dire les choses franchement, sur les sujets anticorruption. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu pas mal d'affaires liées à divers secteurs d'activité, dont celui du transport, mais pas que, qui ont fait que les entreprises se sont, entre guillemets, réveillées sur les questions de compliance, d'anticorruption. Donc ça a été un premier détonateur. J'emploie le mot, vraiment, c'est le mot détonateur, c'est-à-dire le réveil, le fait que on avait des idées, on avait des cultures, on avait des événements qui pouvaient faire réfléchir à certains sujets, notamment la place de l'entreprise dans la société, les méthodes de travail. Pour des groupes comme le mien qui travaille sur l'Afrique, le challenge était intéressant, important. Comment un groupe européen travaillant sur des continents en développement, comme l'Afrique, mais aussi, n'oublions pas, comme l'Asie et comme beaucoup d'autres continents, comment est-ce qu'on s'adapte aux enjeux qui sont en train de changer? En ce qui me concerne, je me suis réveillé dans les années 2005-2006 et je me suis dit, tiens, la façon dont nous faisons notre travail est en train de changer pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas qui étaient liées à peut-être un process de mondialisation à la fois accru, mais aussi de plus en plus critiqué. Et donc c'est dans ces années-là que je me suis dit, tiens, il va falloir changer notre paradigme. J'ai horreur de ce mot, mais là, il me semble que c'est le bon mot. Et comment est-ce qu'on l'a fait? On va laisser le suspense peut-être pour les questions suivantes. Alors peut-être justement, je pense qu'il y a un lien avec la question suivante que je vais vous poser à tous les deux. Ça sera la dernière sur cette première dimension. Tout à l'heure, Eric l'évoquait sur le rôle d'une entreprise, c'est pas de faire du droit, sauf si c'est un cabinet d'avocats, bien évidemment. Mais et donc ça pose la question de la place de la fonction juridique dans l'entreprise. Comment vous faites tous les deux pour, est-ce que vous avez des astuces, des trucs pour petit à petit vous assurer que la fonction juridique, que ce soit chez Decathlon, chez Bolloré Transport et Logistique, occupe la place qu'elle doit occuper, qui doit être une place stratégique? Comment vous vous y prenez, en particulier auprès de vos dirigeants respectifs, pour être sûr que ça percole bien? Alors, la réponse n'est pas simple parce qu'elle va dépendre aussi de la personnalité du dirigeant. On a des dirigeants plus ou moins sensibles à la question juridique et donc selon le cas, on est plus ou moins bien situé, on va dire, dans l'organisation, dans la gouvernance de l'entreprise. Pour moi, il y a 3 choses qui vont contribuer en tout cas à travailler cette juste place. D'abord, c'est la visibilité. Si on n'est pas visible, si on est dans notre tour d'ivoire et qu'on n'a pas des interconnexions hyper régulières avec nos clients opérationnels, ça marche pas.
En fait, on doit être très souvent chez le client, à côté de lui, pour montrer qu'on est là, qu'on est part of the business et qu'on va l'aider justement à l'accompagner dans la réalisation de ses projets. Donc visibilité. La deuxième, c'est qu'il faut, selon moi, réagir, et là j'ai envie de parler de drapeau rouge. Quand est-ce qu'on agite le drapeau rouge finalement en tant que fonction, qui a aussi ce rôle un peu de gardien du temple? Pour moi, il faut être très vigilant, justement, à bien choisir les moments où on décide d'agiter le drapeau rouge. Parce que si on agite le drapeau rouge trop souvent, à la fin, on ne nous écoute plus. Et donc, il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Et enfin, et ça rejoint ce que tu disais, Eric, et ce à quoi je souscris tout à fait sur le réveil par rapport au sujet compliance. On a de plus en plus de réglementations qui viennent frapper nos entreprises. Et donc, comment faire face à cette inflation législative, réglementaire, locale, européenne, internationale, et surtout, comment finalement en faire un levier de visibilité de la fonction juridique au sein de l'entreprise, évidemment en assurant une veille, mais qui soit une veille intelligente, une veille qui va nous permettre de mettre le doigt sur le risque que représente une réglementation, mais aussi sur l'opportunité potentielle d'une réglementation sur l'entreprise, et en mettant en avant ces opportunités auprès des opérationnels, et en essayant aussi, dans la mesure du possible, avec les affaires publiques, d'agir sur des textes encore en discussion. Je pense qu'on marque vraiment des points auprès des opérationnels et on montre vraiment qu'on est une fonction business qui va permettre à l'entreprise d'atteindre sa stratégie et pas simplement de sécuriser le run, le quotidien de l'entreprise. Tu veux ajouter quelque chose, Eric ? Toujours. Non, le mot visibilité me semble tout à fait important. Comment est-ce qu'on a atteint cette visibilité dans la direction dont je m'occupe ? Tout simplement en nous appuyant sur les deux piliers principaux de l'entreprise, les opérationnels, c'est-à-dire opérations et ventes, on va dire, d'un côté, et de l'autre la direction générale. Les uns et les autres n'ont pas obligatoirement, et même assez souvent, pas trop les mêmes enjeux. Pour les premiers, il a fallu donc, les opérationnels, il a fallu leur montrer qu'on était avec eux et qu'on connaissait notre métier. Et ça veut dire, comme tu disais d'ailleurs, être près d'eux, participer à leurs activités, participer à leurs négociations contractuelles, quand ils le veulent bien, parce que parfois ils en ont un petit peu peur, d'intégrer des jurys dans les contrats, ils ont peur qu'on bloque les choses. Donc se faire accepter par les opérationnels, par la compétence métier, sans trop en faire, j'allais dire, sur l'habillage juridique, qui est, j'allais dire, notre cuisine interne. Je ne sais pas vous, mais quand je vais au restaurant, personnellement, j'adore manger et je trouve sympa d'avoir un bon plat. Personnellement, comment le chef a réalisé ce plat, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit bon. Voilà. Mais les opérationnels, c'est pareil. La façon dont nous arrivons à des conclusions, la façon dont nous arrivons à une analyse, ne les intéresse pas du tout. Il faut voir ça en face. Ce n'est pas du tout leur sujet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le produit fini, c'est-à-dire le contrat qu'on va écrire ou l'opinion qu'on va donner. Donc, premier pilier, les opérationnels, se faire accepter par eux, être visibles et entrer donc dans leurs comités exécutifs régionaux, pays, locaux, au même titre que les financiers, les RH, l'informatique, etc. Le deuxième pilier, c'est la direction générale, qui, elle, attend de la fonction juridique quelque chose de régalien, qui va un petit peu au-delà des intérêts day-to-day, donc on est un petit peu en contrepoids par rapport aux opérationnels. Et les directions générales aujourd'hui, ce n'est pas un secret, ont aussi en tête d'être protégés, eux, en tant qu'organes sociaux, en tant que dirigeants. Et donc, les juristes qui sont capables d'être compétents dans les matières qui vont les protéger, eux, on parle de la compliance, du droit pénal des affaires, du droit de la concurrence, aujourd'hui du devoir de vigilance, eh bien, ils vont avoir l'oreille des directions générales. Et quand vous mixez l'intérêt métier, la compétence métier d'un côté, et l'appétence, la capacité à répondre à des objectifs stratégiques et de gestion de risques, parfois personnels de dirigeants, idéalement, vous avez tout gagné. Ce qu'évoquait Eric nous donne un lien tout fait avec la deuxième partie, sur les legal operations. Alors dont tout le monde parle aujourd'hui dans toutes les directions juridiques, peu ou prou, il y a maintenant plein de cabinets de conseil sur la question. Donc ma première question pour vous deux, c'est, parce qu'en réalité c'est pas nouveau, être en capacité de délivrer des services, des recommandations, des avis juridiques
pour son entreprise, pour ses opérationnels, ça ne date pas seulement d'il y a 10 ans, c'est beaucoup plus ancien que ça. Donc très concrètement, est-ce que cette montée en puissance de cette fonction et de cet état d'esprit d'avoir à gérer des opérations quand on est une fonction juridique, comme on le fait dans une autre fonction de l'entreprise, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans votre mode de fonctionnement? Qu'est-ce que ça a changé dans l'état d'esprit des équipes ou pas? Noémie? Alors, donc chez nous, la mise en place de la fonction de Legal Operation date de 2021. Donc c'est pas si vieux, c'est pas si récent. C'était en plein Covid. Donc ce qu'il faut savoir, en tout cas à l'époque ça m'avait marqué, c'est que finalement les legal operations c'était déjà faites au sein de la direction juridique, mais par les juristes eux-mêmes. Ils en faisaient sans le savoir quelque part. Et le fait d'avoir nommé quelqu'un sur cette fonction a généré un peu d'inquiétude parce qu'en fait c'était des missions qu'ils aimaient bien faire, qui les sortaient un petit peu de leur quotidien. Et donc oui, des questionnements sur oui mais du coup moi je vais plus pouvoir le faire. Sauf qu'on s'était quand même rendu compte que quand on a 10% de son temps dédié aux legal operations, et quand on a une grosse urgence dossier, les 10% elles passent un peu à la trappe. Et au final, on se rendait compte que les sujets de fond, les sujets de structuration, n'avançaient pas à la vitesse à laquelle ils auraient dû avancer. Et donc avoir construit une vraie fonction Legal Operations au sein de Decathlon, et aujourd'hui on a même la chance d'avoir une équipe de plusieurs personnes sur le sujet. Ça a permis véritablement de travailler plutôt en amont et non pas à la demande sur consultation, et donc d'être plus pertinent et d'être plus pertinent et plus pérenne finalement sur les solutions apportées. C'était pas du one shot à un moment en cas de difficulté. Ça a permis de dégager du temps aux juristes qui avaient ces missions-là annexes dans leur fiche mission. Et d'avoir du coup de l'efficience et délivrable plus effectif finalement en bout de course. Et chez toi, Eric? Ça a été beaucoup plus erratique. D'abord, la notion de legal operations, pour moi, m'a été donnée, j'allais dire, enfin j'ai commencé à l'entendre il y a à peu près une dizaine d'années, sans vraiment l'intégrer au début d'ailleurs, sans même la comprendre d'ailleurs. Quand on ajoute à ça tout ce qui tourne autour de Legal Ops, et notamment la variété des tâches d'un Legal Ops, c'est encore plus compliqué, je trouve. D'autre part, il me semble que seules des structures de direction juridique d'une certaine taille peuvent, entre guillemets, se permettre un Legal Ops full-time. Et la mienne, de structure avant session, qui était une population d'environ 140 juristes dans le monde, dont 25 à Paris, ne me paraissait pas à l'époque, je pense que j'ai eu tort d'ailleurs, mais ne me paraissait pas suffisante pour mettre un Legal Ops à plein temps. Et surtout, elle ne paraissait pas suffisante à ma direction générale, qui trouvait que, bon, voilà, c'est des coûts, etc., etc. Donc il y a eu un cheminement, et comme peut-être d'autres entreprises, le besoin de Legal Ops est venu en même temps que notre besoin de digitalisation. À partir du moment où j'ai eu des idées, quand je dis j'ai, c'est pas du tout parce que j'ai un ego surdimensionné, peut-être que j'ai un ego surdimensionné, mais je dis je, pourquoi? Pour donner la notion d'isolement. C'est-à-dire que l'idée de la Legal Ops, l'idée de la digitalisation, l'idée de faire bouger les choses pour une nouvelle organisation était la mienne, et il fallait vraiment en convaincre mes propres équipes. Je ne parle pas de ma direction générale. Donc au début, j'étais un petit peu isolé dans l'idée même de confier des postes de Legal Ops à des gens, juristes, pour qui, je vous dis franchement les choses, cette fonction-là était un petit peu de l'assistanat amélioré. Donc, j'ai eu l'idée géniale, en attendant que les mentalités changent, de faire grimper mon assistante, d'assistante à ce que j'ai appelé Office Manager. L'Office Manager remplissait une petite partie d'ailleurs, des Legal Ops, c'est-à-dire les moyens qui permettent aux juristes de travailler, l'informatique, la documentation, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé très 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 modestement à lancer ces sujets-là. Puis on a lancé des projets de digitalisation qui ont nécessité un chef de projet
que j'ai nommé, qui a accepté d'être nommé, qui faisait ça en plus de ses autres fonctions. Et ce chef de projet, cette chef de projet, était en fait une Legal Ops à mi-temps. Pour terminer, parce que je ne vais pas monopoliser, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, encore une fois, juste avant session, j'étais parti sur une solution qui va sûrement te choquer, enfin vous choquer, et tant mieux parce qu'on pourra peut-être débattre. Je n'avais pas la matière pour avoir un Legal Ops full-time à un seul endroit. J'estime qu'une entreprise qui est globale doit prendre en compte des différences géographiques. Donc, j'avais décidé, j'étais en train d'expérimenter une double Legal Ops avec un half-time, moitié du temps, à Singapour, et un deuxième moitié du temps à Paris. Donc, ces deux collaborateurs, une personne à Paris dans mon équipe centrale, qui avait à peu près la moitié de son temps pour cela, a commencé à travailler avec une autre personne à Singapour, qui elle aussi était à moitié de son temps sur les Legal Ops. Et je trouvais ça pas mal, parce que ça permettait à chacun d'entre eux, dans leur fonction de Legal Ops, de rester connecté au terrain, justement. Quel a été le résultat de cette expérience? Je ne peux pas vous le dire, parce que nous avons été interrompus dans notre démarche par le changement de contrôle. Alors, qu'est-ce que concrètement, Noémie, tu as le sentiment qu'est-ce que ça a amélioré pour vous? Quand je dis vous, c'est la direction juridique et compliance, et puis in fine pour l'entreprise, de façon plus globale. Qu'est-ce que ça a amélioré d'avoir cette fonction qui s'est développée et l'état d'esprit aussi qui va avec? Tout. Oui, beaucoup de choses en tout cas. Le fait d'avoir des personnes dédiées, formées à la gestion de projet, qui encore une fois n'est pas forcément une compétence innée chez un juriste. Donc nous dans l'équipe Legal Ops aujourd'hui, il y a à la fois la gestion du budget global de l'équipe, mais il y a également tout un pan sur la partie outils, bien sûr, la partie digitalisation, l'outil de signature électronique, l'outil de contract management, et on espère d'autres à venir. On a une partie marketing puisqu'on a des communicants qui sont dans l'équipe des Legal Ops et qui nous aident justement à travailler la com interne, la com externe, les événements dont j'ai parlé tout à l'heure, le legal design, etc. Et donc, ça a permis de faire aboutir des projets qui, jusqu'alors, étaient traités en toute petite partie par les juristes dans leur quotidien. Et encore une fois, ça prenait un temps infini. C'était pas très efficient. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont vraiment dédiées à ces sujets-là. Pour autant, les équipes juridiques peuvent contribuer parce qu'elles sont parfois sollicitées pour faire un effet miroir, etc. Mais voilà, globalement, c'est un gain de temps et une accélération forte sur les sujets de structuration de la filière. Et j'ajoute qu'on a dans les tuyaux également un projet sur le knowledge management qui n'est pas encore assez développé chez Decathlon et sur lequel on veut vraiment mettre l'accent en 2024. Une petite chose que je voudrais rajouter en t'écoutant, Noémie, c'est que je réalise en t'écoutant que peut-être, dans l'expérience que je viens de vous raconter avant ton intervention, peut-être que j'aurais dû un petit peu plus tôt convaincre ma direction générale d'investir dans des personnes qui s'occupent de Legal Ops et qui peut-être ne seraient pas des profils de juristes. Tu parlais de gens qui s'occupaient de com, etc. Et ça aurait été peut-être un accélérateur pour les Legal Ops chez Bolloré. Alors je ne dis pas que ces personnes-là auraient été obligatoirement les responsables, pas obligatoirement, c'est peut-être un juriste au-dessus, j'en sais rien, mais je pense que ce qui aurait peut-être manqué, ce qui aurait permis d'accélérer peut-être la démarche, ça aurait été de recruter des non-juristes, justement. Alors pour terminer sur ce sujet, tu évoquais, Noémie, la dimension budgétaire, etc. Donc on sait que l'un des indicateurs d'activité, c'est pour une fonction juridique comme pour les autres, c'est est-ce qu'on a été capable de tenir son budget, est-ce qu'on a été les bons élèves budgétaires de l'entreprise. Mais au-delà de ça, est-ce que cette fonction-là, au sens large du terme, ça vous a permis d'être en capacité de mieux mesurer ce que crée la direction et la fonction juridique, et pour toi en plus compliance pour l'entreprise,
puisque le sentiment que j'ai, mais évidemment il est avec mes propres limites, je n'ai pas la prétention de connaître l'ensemble du marché loin s'en faut, c'est que la question des indicateurs de performance ou des indicateurs de valeur, de création de valeur pour les directions juridiques ou pour la fonction juridique au sens large, ça reste encore quelque chose qui est toujours un petit peu en chantier. Au-delà, là encore, des indicateurs budgétaires qui sont indispensables. Je ne sais pas si vous voulez réagir tous les deux par rapport à cette question. On avait droit à un joker, je pense, dans les... Non, je peux réagir... Le joker n'était pas dans la boîte des cartes à jouer. Le sujet du coût, de la valeur ajoutée... des KPI, c'est effectivement un sujet récurrent dont toutes les directions juridiques et compliance se sont saisies ou se saisissent. Nous, ça fait clairement partie de la mission des LegalOps d'arriver à définir, piloter le budget, nous aider à identifier quels sont les bons indicateurs, etc. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas avancé. On est en chemin. On est en chemin sur ce sujet, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore de la route. Oui. Et de ton côté, Eric ? En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, ça va vous étonner là encore peut-être, mais je n'ai jamais eu aucune pression, jusqu'à présent, de ma direction générale et de notre actionnaire, de donner des mesures de quoi que ce soit, et notamment des mesures de performance de type KPI. En revanche, on était en reporting de mesures, j'allais dire, sur une période mensuelle, puisque participant au COMEX, au comité exécutif, direction générale, régionale, etc., le juridique était à chaque fois, assez souvent en tout cas, sollicité pour donner l'état de tel et tel dossier, l'état de telle et telle procédure, l'état de tel et tel contrat, etc., etc. Et j'allais dire qu'on nous mesurait tous les mois, mais d'une manière absolument pas organisée avec des KPI. Ce qui fait que quelque part, ça a été une chance, mais ça a été aussi un frein parce que quand on n'a pas une démarche de mesure, d'auto-mesure en tout cas, est-ce qu'on peut progresser ? Je pense qu'on peut progresser, mais j'ai tendance à penser aujourd'hui que si on insufflait plus d'auto-mesure ou de mesures, ça permettrait d'améliorer notre performance. J'ai non seulement cette impression, mais je l'ai déjà mis en place, puisque depuis 2 ans maintenant, nous avons choisi de lancer des questionnaires internes de satisfaction client interne, qui était intéressant parce que ce questionnaire ne se limitait pas au KPI principal de notre opérationnel qui est « tu me réponds en combien de temps ?» Nous avons depuis 30 ans, depuis que j'ai des fonctions chez Bolloré, on a une réponse, on s'engage sur une réponse à 5 jours ouvrés. Voilà. Mais ça fait 30 ans. Donc nous on a fait des KPI avant tout le monde, j'allais dire. Ou en tout cas avant même d'en être conscient. Eh bien je trouve que c'est complètement réducteur. C'est pourquoi on a lancé depuis 2 ans une démarche de questionnaire qui inclut, bien sûr, est-ce que vous êtes satisfait du délai de réponse du juridique, mais le questionnaire a au moins une quinzaine de questions et donne un score. Voilà. Et cette façon de faire, qui n'est pas un KPI en tant que tel, mais qui est une démarche réciproque, je t'interroge, tu me réponds, nous a permis de progresser. D'autant que c'est tout à fait intéressant dans les rapports de force avec les opérationnels, qui peuvent se plaindre parfois. Là, on a une mesure de leur réponse, c'est-à-dire qu'on envoie le questionnaire, on l'avait envoyé à 130 personnes, on a eu, sur la première version, on a eu 80 réponses. Ah, ça nous a donné un rapport de force énorme sur les opérationnels, qui est de dire comment vous réclamez des résultats, vous critiquez parfois la direction juridique, et vous n'êtes même pas capable de répondre à un questionnaire à plus de 50%, mais que se passe-t-il ? Je vous le demande. Donc ça, ce rapport de force a été très utile, et ce questionnaire nous est très utile également. Ce questionnaire, c'est notre mesure de performance finalement. À tort ou à raison, bien sûr. Non, on le pratique aussi chez Decathlon, avec un taux de réponse, je pense, un peu plus faible. Mais du coup, c'est pour l'instant. Mais du coup, ça peut être effectivement un levier assez intéressant. Et après, on a aussi les notions de calcul d'évitement de coûts qui sont hyper complexes à adresser, les gains qu'on peut obtenir dans le cadre de contentieux, mais c'est vrai que pour le reste, c'est surtout des indicateurs d'activité plus que des indicateurs de performance aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, on est en chemin.
Et ce que tu as évoqué, là, pour le coup, là, on est vraiment dans la performance et la création de valeur sur les coûts, les risques, les coûts évités, et puis éventuellement la contribution à la génération de profits, même si c'est pas facile à matérialiser systématiquement. On dit souvent que la technologie ou les technologies peuvent permettre de travailler plus vite, peut-être mieux, d'être plus réactif, plus disponible, etc. Pour utiliser un vocable qu'on utilise souvent, à tort ou à raison d'ailleurs, dans nos milieux, est-ce que la digitalisation qui s'est emparée, ou dont vous vous êtes emparé pour vos directions et vos fonctions réciproques, elle s'est inscrite dans un plan de digitalisation globale de l'entreprise, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé, au fil de l'eau, chemin faisant, d'aller digitaliser ou automatiser telle ou telle tâche parce que vous trouviez que c'était pertinent? Comment ça s'est passé? Ou c'est peut-être les deux? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, ça s'est fait de manière assez empirique finalement. C'est d'abord, personne ne m'a rien demandé, d'abord. Première chose, ce qui est tout à fait intéressant parce que ça nous permet aussi d'être un peu les acteurs de notre propre changement, et ça je trouve que c'est une liberté extraordinaire. J'ai donc lancé la démarche de digitalisation, en fait, que j'ai traduite, j'allais dire commercialement, en interne lors de séminaires mondiaux, enfin je ne vous passe les détails, par stratégie zéro papier. Je me suis dit que c'était un slogan qui pouvait être parlant pour les gens, et nous avons lancé cette stratégie zéro papier en 2015. On est en 2024 aujourd'hui, et je dois dire que les résultats sont contrastés, dans la mesure où, à deux titres. Premier titre, un des outils sur lesquels je comptais le plus, un des outils vraiment logiciels, sur lesquels je comptais le plus pour avancer dans cette stratégie, s'est avéré moins, j'allais dire, de moins bonne qualité, ou en tout cas de moins bonne adaptabilité à l'organisation Bolloré que je l'espérais. Donc ça a ralenti cet outil, nous a un petit peu ralenti dans nos envies de zéro papier. Et la deuxième chose liée à ce zéro papier, elle est quand même tout à fait intéressante. Donc depuis 9 ans maintenant, je note que nous sommes de moins en moins dépendants au papier. Alors c'est une façon de voir les choses de manière peut-être un petit peu trop empirique, un petit peu trop pratique, j'allais dire. Mais pour moi, l'idée d'arriver au zéro papier permettait de mettre en œuvre des tas de projets de digitalisation, enfin plusieurs projets de digitalisation qui allaient tous vers le zéro papier en tant que slogan. La digitalisation, c'est pas évidemment pas que le zéro papier, évidemment. Hein. Mais j'étais dans une démarche de vente interne, il ne faut pas oublier cela. Parfois, les leaders, enfin ceux qui espèrent être des leaders comme nous, on est parfois un petit peu obligé de convaincre. Hein. Pour convaincre, il me semblait que l'idée du zéro papier était à la fois claire et innovante pour des jurys qui sont encore pas mal dans le papier. Et aujourd'hui, alors que les outils de digitalisation ne sont pas encore au niveau, l'état d'esprit, qui est difficile à mesurer, qui est qu'il faut être de plus en plus automatisé, qu'il faut moins de papier et surtout qu'il faut simplifier, il faut industrialiser les tâches simples. Nous avons fait des progrès. Mais là encore, on ne les mesure pas assez. C'est ce sur quoi on va devoir s'améliorer. Comme Eric, nous on a été libres et à l'origine d'un certain nombre de projets. Alors ça a été la signature électronique d'abord, hein, et ça a été accueilli évidemment vraiment très très chaleureusement par nos opérationnels qui étaient bien contents de ne plus avoir de séance de signature. Ensuite, outils de gestion de contrat. Voilà, on ne s'est pas inscrit dans un plan de digitalisation de l'entreprise. Si je fais une extension sur la partie intelligence artificielle, on a évidemment contribué à l'écriture de guidelines sur l'utilisation de l'IA au sein du groupe. Là-dessus, on est plutôt là en train de s'engager vers de prendre le même train que l'entreprise, c'est-à-dire que là on ne va pas travailler en solo, mais sur certains sujets, oui, on a été totalement autonome et c'est tant mieux, et on a été plutôt acteur justement de cette digitalisation. Et alors, en quelques mots, sur cette digitalisation avec tous les aspects que ça peut revêtir, le zéro papier, mais pas que, comme le disait Eric, en quelques mots ou en quelques mots-clés,
quels sont vos grands motifs de satisfaction et sur quoi est-ce qu'aujourd'hui ça peut encore bloquer ou des remontées critiques que vous pourriez avoir de vos équipes? Alors les difficultés qu'on peut rencontrer sur le sujet, c'est sans doute lié au fait que chez Decathlon, on est nombreux, on est implanté dans plus de 60 pays, et donc parfois la vitesse n'est pas la même. En local, ils ont pu des fois implanter des outils en anticipation de ce qui a été fait au niveau du groupe. Et donc c'est très bien, hein, mais la difficulté après, c'est de les faire basculer sur un outil qui devienne un outil groupe, alors qu'ils ont déjà, eux, expérimenté, pratiqué depuis quelques années un autre outil. Voilà, globalement, c'est la principale difficulté qu'on peut rencontrer. Et vous sentez comment je pourrais formuler ça, le développement et le recours aux différentes solutions SaaS, logiciels ou autres que vous implantez dans vos fonctions juridiques respectives, vous sentez que ça contribue au bien, à la performance et au bien-être des équipes, et que ça n'a pas à l'inverse un effet, vous voyez ce que je veux dire, comment dirais-je, oui, d'automatisation un peu excessive. Il n'y a pas de sous-entendu dans ma question, hein, c'est vraiment... Alors, juste pour essayer de répondre aussi à la même question que Noémie vient d'adresser, le grand succès sur la démarche de digitalisation, un peu comme chez toi, j'ai l'impression, c'est la partie signature électronique. D'abord, on l'a mis en place avant tout le monde, et ensuite, on a su le gérer, avec des licences, etc. Et on a eu la joie, mitigée, parce qu'on aime bien le contact humain aussi, d'avoir un premier closing d'une opération assez complexe, purement digital, Covid oblige. Donc ça, c'était en janvier 22, donc ça fait seulement 2 ans. Et ça, c'est un grand succès, d'arriver à faire un closing purement digital. D'autres entreprises l'ont fait bien avant nous, hein, mais en tout cas, pour nous, ça a été notre succès 2022. Là où c'est un petit peu plus mitigé de mon point de vue, c'est que la partie automatisation de l'intelligence artificielle et plus généralement des outils de digitalisation n'est pas très bien comprise par les populations de juristes dans le monde. C'est-à-dire que, je ne vous surprendrai pas, en Asie ils sont complètement pour et en France ils sont absolument contre. Et je dois, moi, fédérer ces deux enjeux. Et on en a vu dans des débats passionnés l'année dernière, à la même époque, hein, au séminaire Monde, il y a eu vraiment pas du tout de consensus entre les équipes asiatiques qui étaient à fond sur quelque chose de complètement automatisé, et en lien avec les opérationnels qui pouvaient avoir une vue et surtout une action sur les systèmes, et de l'autre côté, les Européens et surtout les Français qui étaient absolument contre. Donc de ce point de vue-là, le côté fédérateur, leadership sur vers quoi veut-on tendre, n'a pas encore été réalisé, et aussi pour une bonne raison, c'est que peut-être que les solutions jusqu'au boutiste du tout automatique ne sont pas bonnes, et les solutions à la papa du tout papier ne sont pas bonnes non plus. Donc comment trouver l'équilibre, c'est aussi un énorme enjeu. Et personnellement, je préfère ne pas décider tout de suite sur quelque chose qui n'est pas accepté de manière fondamentale, plutôt que de lancer quelque chose à marche forcée en perdant la moitié des gens sur le bord de la route. Alors justement, en évoquant ce sujet-là, on va en parler un tout petit peu, mais ce n'était pas le thème principal ou unique et ni unique ni principal de nos échanges. Bon, les IA, alors j'utilise volontairement les parce qu'il n'y a pas qu'un type d'intelligence artificielle, notamment les IA génératives. Tout le monde en parle, enfin parfois ou souvent un peu à tort et à travers, sans bien maîtriser la question. Chez vous, est-ce qu'il y a, alors je le sais, il y a une réflexion, mais est-ce que vous y allez par petits pas, par étapes, ou est-ce qu'en face de ça, il y a un grand projet d'entreprise où chacun essaie d'avancer comme il le peut? Comment ça se passe? Pour l'instant, on essaie surtout de faire face aux sollicitations de toutes les legal tech. Oui, alors Dieu sait qu'elles sont nombreuses. En fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement un travail qui a été fait sur l'écriture des guidelines sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Et là, on va suivre le mouvement de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est en train de réfléchir à quelque chose. L'idée, c'est de ne pas aller référencer un outil qui ne sera pas le même que celui de l'entreprise. Moi, j'ai très envie qu'au sein de la direction juridique et compliance, en France et dans le monde, on puisse utiliser
cet outil fantastique qui est l'intelligence artificielle, avec évidemment les précautions qui s'imposent. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'avancement de l'entreprise dans la réflexion sur le sujet, on doit patienter encore un peu. Un petit peu le même constat. D'abord, le bon côté des choses, c'est que tout le monde aujourd'hui dans la population juridique est sensibilisé au fait qu'il existe une IA, et tout le monde, enfin pas mal de gens, ont expérimenté d'essayer d'aller sur telle et telle application. Et ils en sont ressortis, selon les cas, avec beaucoup d'enthousiasme ou avec beaucoup de doutes. Donc aujourd'hui, on doit vivre avec le fait qu'il y a beaucoup excusez-moi, mais il y a beaucoup de bla 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 sur ces sujets-là. Personnellement, je ne suis pas certain d'en saisir, pour l'instant en tout cas, la ligne directrice pour moi, pour mon management de demain matin. Et surtout pas, je n'hésite pas à le dire, surtout pas dans la com des legal tech. Non, les legal tech sont dans leur bulle de legal tech et elles sont parfois pas suffisamment connectées à la vraie vie et à la vraie vie en entreprise. Je ne veux pas généraliser du tout, je dis simplement qu'on a des mondes différents entre le monde de l'entreprise, direction juridique, et certaines des legal tech qui sont dans leur bulle techno. Le techno, et ça j'insiste là-dessus, c'est mon message principal aujourd'hui, le techno, on est tous pour. Mais le techno, c'est un outil. La technologie, c'est un outil. Ce n'est pas un mode de management, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Donc il faut que les gens qui proposent des outils, et ça je les appelle à le faire, aient une humilité de comprendre la différence entre leur vision de ce qu'est la technologie dans l'idéal et la vraie vie de ce dont ont besoin les entreprises. Et donc il faut aussi que les entreprises travaillent de leur côté à intégrer l'IA, c'est certain. Ce n'est pas encore gagné à mon avis, mais il faut aussi que les legal tech travaillent, et on est à leur disposition pour les aider quand et si on a le temps, à notre rythme. On sera à la disposition des legal tech pour les aider à venir dans notre monde réel. Merci Eric. Bon, je pense que le message passera quand cet entretien sera diffusé. J'espère, mais j'en suis persuadé qu'on aura aussi dans le cadre du club l'occasion d'échanger sur ce sujet-là au fil de l'eau, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des bibliothèques de cas d'usage. Puisque comme je rejoins tout à fait Eric là-dessus, il y a des tâches pour lesquelles des logiciels intégrant de l'IA vont être très très utiles, d'autres pour lesquels ils ne le sont pas, voire même ils sont dangereux. Et je rebondis aussi là-dessus, parce que c'est très important pour une entreprise et une fonction, enfin une DG en particulier, de ne pas être techno-dépendant, de ne pas en faire l'alpha et l'oméga. Sinon ça veut dire qu'on gouverne les femmes et les hommes par la technologie. Chacun vaut midi à sa porte, il y a peut-être des personnes pour lesquelles c'est l'objectif, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas je me permets de le dire, chez Decathlon ou chez Bolloré Transport et Logistique. En tant que directrice et directeur juridique, quels sont vos grands enjeux en matière de talent, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la rétention, que ce soit dans l'animation, surtout dans une période où les technologies sont de plus en plus prégnantes, et donc se posent des questions d'équipement pertinent, pas pertinent. Donc vos grands enjeux sur cette question des talents dans vos équipes. Attraction, rétention, c'est assez classique. On a des expertises de plus en plus pointues. Sur certaines, le marché est en tension, on le sait, donc c'est pas toujours simple de recruter. L'enjeu pour Decathlon, c'est qu'on n'est pas à Paris, on est en province, et donc ça peut parfois freiner des potentiels recrues de venir s'installer en province, ou alors au contraire, ça peut être l'opportunité de découvrir les joies de la vie en province. En tout cas, voilà, ça fait partie des enjeux personnels propres à Decathlon plutôt. Au-delà de ça, je pense que ce qui est difficile dans nos métiers, c'est qu'on est sur des métiers d'expertise, et offrir des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. On n'a pas une pyramide dans les directions juridiques avec énormément d'étages, et donc ça peut être à un moment un peu
on va dire la cheminée elle peut être un peu bouchée pour certains profils, et donc c'est la difficulté qu'on va rencontrer, comment arriver à conserver ces profils-là qui ont une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise, alors même qu'on sait qu'on n'a pas forcément de perspective d'évolution forte à leur proposer. Mais dans d'autres fonctions. Ça peut être dans d'autres fonctions. Alors chez Decathlon, on pratique beaucoup le zigzag. Donc on a beaucoup de collaborateurs en fait au sein de la direction juridique et compliance qui passent d'une équipe à l'autre. Donc ça peut donner effectivement une bouffée d'oxygène à un moment dans une carrière. Néanmoins, si ce qu'on vise, c'est à un moment avoir une position hiérarchique plus importante, là effectivement c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et quel est alors le profil ou le tropisme ou les traits de caractère, de ton point de vue, principaux pour être un juriste décathlonien dans les 5 ans qui viennent? Ou une juriste décathlonienne? Sportif. Si on n'est pas sportif, c'est mort. Non, c'est pas. En fait, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est souvent parmi les entreprises préférées des Français et souvent dans les entreprises où il fait bon travailler. Donc j'avoue que ça aide aussi beaucoup en termes de recrutement. On est une entreprise quand même plutôt sympa, on vend des produits sympas, donc ça c'est vrai que ça aide. Après, pour intégrer la direction juridique de Decathlon, on va avoir évidemment des prérequis assez classiques parce que malgré tout, on est une filière d'expertise où on attend de la rigueur, d'être précis, de la concision, du sérieux, etc. J'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est évidemment classique. Après, on est aussi dans une entreprise qui bouge beaucoup. Et je parlais d'agilité au début de l'entretien, j'ai envie d'en reparler ici, parce qu'il faut être prêt à travailler sur des projets qui, un jour, vont être abandonnés au profit de quelque chose de très différent. Et ça, il faut savoir s'adapter à ça. Je pense, mais ça ne vaut pas que pour Decathlon, que de plus en plus on va attendre du juriste ce qu'il sache sortir de sa zone de confort. Et pas seulement au sein du juridique, on va lui demander évidemment de comprendre ce que sont les autres matières juridiques, mais pas que. On va aussi lui demander de savoir parler business, de savoir parler un peu financier, de comprendre effectivement c'est quoi les technologies, c'est quoi les gros enjeux. On a aussi des enjeux géopolitiques, donc on va finalement avoir des profils qui doivent être prêts à s'ouvrir à des sujets qui ne sont pas théoriquement dans leur cœur de métier. Deux lignes de force un petit peu contradictoires. La première, c'est que, tu l'as dit Noémie, hein, pour l'attraction et la rétention des talents, le mot-clé, je crois que c'est l'évolution. Être capable de donner de l'évolution à des juristes. C'est pas facile, et j'aime beaucoup ton idée du zigzag, hein, qui est aussi une idée qu'on essaie de mettre en place, mais qui n'est pas aussi simple que cela. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne idée. Donc, évolution, soit de poste, soit de carrière, soit de poste. C'est-à-dire que le même poste peut aussi évoluer, intrinsèquement. Mais la deuxième ligne de force sur laquelle je voudrais aussi éventuellement initier un débat, c'est que les temps ont changé. Les temps où vous aviez un juriste junior, senior, middle, ce que vous voulez, qui entrait dans une entreprise comme on entre en religion, c'est terminé ça. Aujourd'hui, des juristes, quel que soit leur âge, mais surtout ceux qui ont jusqu'à 10-12 ans d'expérience, ne sont pas obligatoirement des gens qui ont envie de rester au même endroit. Donc, s'épuiser à essayer de retenir des gens qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas envie de rester, parce que c'est pas parce qu'ils sont pas contents, c'est parce que leur vision de la vie fait qu'ils ont envie de bouger. Eh bien, il arrive qu'on soit obligé de se résoudre à dire, bon, cette capacité des juristes, cette volonté des juristes à tout le temps bouger, devient contradictoire et en tout cas contre-productive par rapport aux efforts énormes que font les entreprises, les managers, quel que soit leur niveau, pour retenir des gens qui n'ont pas envie de rester. Donc je dis, soyons pragmatiques, concentrons-nous peut-être le plus possible sur la motivation des gens tant qu'ils ont envie de rester, mais cessons de prendre comme une catastrophe le fait qu'on puisse avoir un turnover de juristes qui est plus élevé qu'avant. Personnellement, jusqu'à il y a à peu près 7-8 ans, quand un juriste démissionnait son propre chef, je me posais des tas de questions sur l'entreprise, sur moi-même, sur le manager direct, etc. J'ai fini ça. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. Les gens n'entrent plus en entreprise comme en religion, et il faut que les managers s'adaptent à cela. Et c'est d'ailleurs très intéressant de s'adapter à des juristes qui seront à fond dans leur fonction aujourd'hui, mais qui peut-être dans 2 jours te donneront leur démission. Et alors, c'est la vie d'aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Soyons pragmatiques. C'est peut-être pour ça que certains veulent remplacer les juristes par les machines, hein, finalement. La question ne se pose plus. C'était du 2e degré, hein, ma remarque.
On arrive à la conclusion de cet entretien, je pense avec... je vous remercie déjà, beaucoup de contenu, vous avez été très généreux dans ce que vous nous avez partagé, ça va intéresser toutes celles et tous ceux qui vont écouter et regarder. Alors on avait prévu, vous savez, 1 ou 2, 3 points de conclusion, là peut-être qu'il faut que je synthétise tout ça. Alors, il y a une question qui pourrait être, est-ce qu'il y a un défi surprenant que vous avez eu à relever, que vous auriez envie de partager, ou question ouverte, comment vous auriez envie vous-même de conclure cet entretien, puisqu'on est ensemble depuis maintenant plus d'une heure, une bonne heure. Bon, comme ça tu auras le mot de la fin, Noémie. Donc plusieurs choses. D'abord, merci Christophe pour ta conduite de débat. Merci Noémie parce que je trouve qu'on a une bonne énergie, pour reprendre des termes de com. On a une bonne énergie, j'allais dire réciproque. Je crois qu'on fonctionne bien, donc bravo. Bravo surtout à toi. Et deuxièmement, quelques mots-clés, si vous voulez bien, pour conclure. Le premier, c'est le mot de pragmatisme, qui pour moi est une valeur suprême, qui est vraiment quasiment au-dessus de toutes les valeurs, pas toutes, mais enfin une grande valeur. Il faut que nous, et il faut que nos juristes s'entraînent à être pragmatiques et à comprendre ce que c'est que le pragmatisme, c'est-à-dire accepter ce qu'est la vraie vie. Et la deuxième chose, que je trouve un enjeu extrêmement compliqué, mais le plus passionnant, c'est d'arriver dans notre fonction, disons, de leader ou de manager, vous appelez ça comme vous voulez, d'arriver à trouver un modus operandi commun à des cultures et à des géographies différentes. Comment faire en sorte que tout le monde se rejoigne sur certains principes, certains outils, n'oublions pas les outils évidemment, entre un juriste à Bamako au Mali, un deuxième à Kuala Lumpur en Malaisie et un troisième à Lyon. Et ça, j'estime que c'est un des gros enjeux et un des gros centres d'intérêt, en tout cas en ce qui me concerne. Je partage à nouveau. De mon côté, j'avais peut-être envie de conclure en me disant et en nous disant finalement que la juste place du juridique et de la compliance dans l'entreprise, alors dans plein d'entreprises, la fonction est déjà à sa juste place et c'est tant mieux. Je pense que dans d'autres, c'est pas encore le cas. Et en tout cas, il y a un effort collectif sur ce sujet. Et pour moi, cette juste place, elle est vraiment à portée de main à partir du moment où on se donne les moyens d'être proactif, d'être à l'écoute des attentes de nos clients, à l'écoute de la transformation de la société et donc de la fonction, et que finalement, on ne se laisse pas simplement happé par le quotidien, mais qu'on arrive à relancer les choses et à faire en sorte qu'on soit bien perçu comme un acteur business de l'entreprise, avec pragmatisme et agilité, une nouvelle fois. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sont les mots de la fin. Donc je renouvelle encore tous mes remerciements à Noémie et à Eric pour ce qu'ils nous ont apporté, même confié, parce qu'on touche quand même à l'intimité, entre guillemets, de leur direction et leur fonction réciproque. J'espère que toutes celles et tous ceux qui vont regarder cet entretien et l'écouter auront autant de plaisir que moi à l'avoir animé, mais bon, ça c'est l'animation, c'est fait toute seule. Et puis on se retrouvera pour un deuxième épisode avec d'autres directrices, d'autres directeurs juridiques du club des Legal Changers, dans des entreprises différentes. Il y aura certainement des points communs, des points aussi de divergence ou de différenciation en tout cas. Merci à tous les deux.